Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Charles Orbib, dirigé aujourd'hui exceptionnellement par François Costantini, diffusé en direct lundi 2 juillet 2014, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, mardi 8 dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le libre journal de l'International et d'avoir pour invité Alexandre Delval. Alexandre Delval qu'on ne présente plus, auteur de plusieurs ouvrages, mais surtout auteur récemment d'un ouvrage intitulé « Le complexe occidental ». Petit traité de déculpabilisation aux éditions du Toucan. Alors Alexandre Delval, c'est lui qui s'était signalé au milieu des années 90 en dénonçant la coalition d'intérêts entre l'islamisme et les États-Unis, puis notamment les guerres menées par l'islamisme contre l'Europe, voire en Europe elle-même, avec son second ouvrage « Guerre contre l'Europe ». Puis ensuite un certain nombre d'ouvrages sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, avec 2 ouvrages consacrés, un ouvrage assez récent sur la christianophobie dans le monde, et ce dernier ouvrage, une somme en quelque sorte, qui est davantage un ouvrage de réflexion, un ouvrage de sciences politiques, de psychologie, de philosophie, le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Ce livre, comme vous le dites, oui, c'est un petit peu une récapitulation, un couronnement après tous ces travaux sur la christianophobie, sur la crise de l'Occident, sur les contradictions de la géopolitique occidentale et aussi sur le politiquement correct, qui est très important pour nous en géopolitique. Le politiquement correct, d'un point de vue géopolitique, est une vulnérabilité psychologique et un affaiblissement mental. Et comme vous le savez, une guerre n'est pas que faite d'outils d'approvisionnement, de logistique et d'argent et de chars, elle est faite aussi de mental. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Si on ne peut pas parler de christianophobie, si on ne peut pas parler de l'État-nation, si on ne peut pas défendre ses frontières, si on ne peut pas limiter une immigration de plus en plus incontrôlée, eh bien, il y a des raisons qui ne sont pas que politiques. Ce n'est pas que la corruption des dirigeants, même si ça compte beaucoup. Ce n'est pas que le manque de courage des dirigeants, même si ça compte beaucoup. C'est également un phénomène extrêmement profond qui, à mon avis, est le fruit de la philosophie. La philosophie fait l'histoire. Ce qui crée ce qu'on appelle les nœuds sémantiques, les grandes idées, influencent leurs esprits, influencent leurs contemporains, et ceci est la source philosophique, psychologique, idéologique du politiquement correct. J'ai voulu remonter un petit peu à la source, pas uniquement philosophique, mais aussi comment ceux qui ont distillé toutes ces idées ont réussi à pénétrer l'âme occidentale, à la culpabiliser et à l'empêcher même d'avoir un système immunitaire, détruire son système immunitaire. Alors, vous parlez justement en introduction des mythes fondateurs, justement, de cette culpabilisation. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets, selon vous, de ce que sont ces mythes fondateurs ? Alors, le mythe fondateur le plus manifeste aujourd'hui que l'on constate au Parlement européen, à Bruxelles, la Commission européenne et dans toutes les instances européennes, et bien sûr aussi françaises, espagnoles, italiennes, c'est un mythe, mais vous allez le retrouver tout à fait obsessionnel. C'est le mythe de la dette de l'Occident vis-à-vis de la science arabo-musulmane. C'est le mythe des 3 religions monothéistes qui sont sœurs. C'est le mythe de la tradition abrahamique. C'est le mythe de l'Andalousie où toutes ces communautés cohabitaient de manière merveilleuse. En gros, quand l'Empire occidental colonisait des terres en Afrique du Nord ou en Orient, c'était l'horreur. Par contre, lorsque nos terres ont été colonisées par l'Empire islamique, c'était merveilleux. C'était assez extraordinaire. Quand on voit qu'aujourd'hui, toute la pensée en France et en Europe consiste à culpabiliser et à demander pardon d'avoir colonisé des autres, eh bien, le mythe fondateur de cette même Europe qui demande pardon d'avoir colonisé les autres, c'est la nostalgie d'un empire ottoman.
et d'un empire avant l'Empire ottoman, l'Empire arabe. Lorsque, en gros, les Turcs ont pris Constantinople, et bien avant, lorsque les Arabes ont pris l'Espagne et la Sicile, eh bien, c'était merveilleux. Ils ont apporté la science, l'éclairage, et ça va très loin. En France, depuis les Turqueries, on a même une tradition littéraire qui vante la condition de la femme captive dans le harem, qui vante la condition de l'esclave, qui serait bien traité dans l'empire arabo-musulman. Et on relativise les pirateries barbaresques qui finalement étaient le fait essentiellement de renégats convertis. Donc en gros, c'est la faute des Européens. Donc on voit bien que dès qu'il s'agit de parler de l'empire des autres, on est beaucoup plus indulgent que lorsqu'on parle de notre propre empire. Ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une pensée sympathique. Le politiquement correct n'est pas une pensée de pacifisme, de grande tolérance. C'est une philosophie qui prône la tolérance à sens unique. Et c'est une philosophie qui condamne l'intolérance à sens unique. Uniquement tout ce qui est le fait de l'homme blanc occidental judéo-chrétien. C'est une bête qu'on appelle l'homme blanc occidental judéo-chrétien. Celui-là a toujours tort. Le non-occidental, non-judéo-chrétien, non-blanc a toujours raison. Et c'est ça le problème politiquement correct, c'est qu'il n'y a aucune symétrie, il n'y a aucune réciprocité. C'est totalement quelque chose qui est tourné contre l'homme occidental lui-même. Et il n'y a aucune gentillesse, aucune tolérance, aucune indulgence. Alors, au plan intellectuel, si j'ose dire, à qui feriez-vous remonter en effet cette espèce de péché originel ? C'est-à-dire, quels sont selon vous les intellectuels qui ont, appelons-les comme ça, qui ont le plus contribué au sentiment de culpabilisation ? Quels sont les actes, les écrits, les initiatives politiques, à votre avis, concrètes, qui ont le plus contribué à ça ? Alors, pour comprendre ce genre de phénomène, il faut d'abord remonter à des écrits du type Sun Tzu, qui expliquent qu'une guerre est gagnée avant tout par le phénomène du retournement contre l'autre de ses propres valeurs, de la ridiculisation des valeurs de l'autre, du discrédit de l'autre. Avant même d'utiliser des outils, on va discréditer. C'est-à-dire que le désinformateur, le culpabilisateur, celui qui va détruire son ennemi psychologiquement, il va tout d'abord faire une étude de marché culturel idéologique. Et qu'est-ce qu'il va prendre chez l'autre ? Sa substantifique moelle, son cœur de légitimité. Et j'en viens à mon propos. Ceux qui ont voulu détruire l'Occident judéo-chrétien, qui ont commencé à l'époque des Lumières, ils voulaient détruire, rappelez-vous, l'autel et le trône. La monarchie et son principe légitimateur qui était ce catholicisme de l'époque, qui n'était pas du tout le catholicisme d'aujourd'hui, qui était un catholicisme beaucoup plus viril et qui n'était pas hostile à la nation et au phénomène de puissance et de défense et d'estime de soi. Eh bien, ceux qui ont voulu détruire le trône et l'autel ont retourné contre la civilisation chrétienne un principe chrétien qui est le principe du pardon, de la tolérance, de l'amour du prochain, mais ils l'ont perverti, ils l'ont dépouillé de sa substance chrétienne croyante, de sa dimension verticale, de son principe légitimateur, et en fait ils n'en ont gardé qu'un principe ethnomasochiste que j'appelle le christiano-masochisme. Ils ont dépouillé la tolérance chrétienne et le mea culpa et le pardon chrétien de son essence tout à fait noble, religieuse et qui est encadrée. Le pardon, comme vous le savez, est fondamental dans le christianisme. On n'est pas toujours à s'excuser et à s'accabler, puisqu'on a le droit d'être pardonné, ce qui couronne le tout. Dans le politiquement correct, il n'y a aucun pardon. On doit demander pardon, mais on n'est jamais pardonné. Dans le politiquement correct, on doit systématiquement expier ses fautes, mais on n'est jamais véritablement absous. Alors, vous faites remonter en effet la construction du sentiment de culpabilisation aux Lumières. Mais est-ce que dans l'époque contemporaine, en effet, surtout, il y a à votre avis, sur les 50 dernières années ou au XXe siècle, à votre avis, des éléments, des écrits, des personnes qui ont travaillé justement la construction plus proche de nous ? Bien sûr. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à partir de François Ier qui s'est allié avec le Grand Turc, il y a déjà eu une école d'islamophilie, de turcophilie et de xénophilie. Ceci a continué avec toute la tradition française après cette époque et avec les turqueries. Ceci a été couronné avec les Lumières et l'encyclopédie. Et ensuite, il y a eu au XIXe siècle toute une pensée très islamophile par romantisme et par anti-modernisme, une réaction à cette modernité avec un grand M. Et ce n'est qu'ensuite que les désinformateurs qui, eux, sont tout à fait intéressés, qui ont un objectif, ont utilisé cette mauvaise conscience occidentale qui avait été tout à fait développée dans l'encyclopédie comme une arme de guerre. Ils l'ont développée comme une arme de guerre pour justifier quoi ? Le mondialisme, c'est-à-dire une pensée cosmopolitique, une utopie cosmopolite qui a pour but de servir des objectifs. Alors, il y a deux grandes sources, à mon avis. Il y a tout d'abord, bien sûr, une structure idéologique qui est le marxisme. Le marxisme et le néo-gauchisme et le tiers-mondisme, par essence,
a besoin de détruire toute nation, toute identité, toute tradition. Ça, c'est tout à fait logique, et l'État-nation est ce qui doit être diabolisé. Donc on identifie parfaitement cette première source. Ce qui est moins connu, ou plutôt moins mis en évidence chez les gens de droite, notamment, qui croient que ça vient que de la gauche, c'est qu'il y a aussi un politiquement correct cosmopolite de droite libérale, libre-échangiste. C'est pas le complot des multinationales. Moi, je ne les juge même pas moralement, les multinationales. C'est structurel. C'est pire qu'un complot, contrairement à ce que croient les théoriciens du complot. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est bien pire qu'un complot. Il y a des multinationales, des sociétés déracinées, délocalisées, qui produisent des produits tout à fait interchangeables, sans aucune barrière douanière et avec toujours plus d'économies d'échelle, qui ont besoin, comme le dit Luc Ferry dans son dernier livre, qui ont besoin par essence de détruire tout ce qui est un obstacle à leur extension. Il parle de l'innovation destructrice, mais cet empire cosmopolite qui est Macworld, moi je l'appelle Macworld, qui est appuyé sur des multinationales. Ces multinationales n'ont absolument aucun intérêt au maintien des traditions et des nations. Et elles produisent aussi ce que j'appelle la culture Macworld ou Benetton. Regardez les affiches de Benetton, regardez les publicités de Benetton. C'est autant cosmopolitiquement correct. Moi je me suis amusé dans ce livre en parlant de cosmopolitiquement correct, parce qu'on n'est plus dans le politiquement correct de l'origine, qui venait, vous savez, d'un contexte très particulier, démocrate américain. On est dans le cosmopolitiquement correct. On n'a plus le droit d'être autre chose que cosmopolitique. D'ailleurs, on nous dit que ce qui est merveilleux, c'est le mélange. Ce qui est merveilleux, c'est l'internationalisme. Ce qui est merveilleux, c'est quand il n'y a plus de barrières douanières ou frontalières. J'ai même rencontré un homme politique italien qui me disait récemment, aujourd'hui, il est maire de Palerme, mais il est à la tête d'un parti qu'on appelle radical chic en Italie, Leo Luca Orlando. Il me disait, le permis de séjour, c'est un instrument de torture. On a des gens qui sont même pas extrême gauche, mais qui sont un peu imprégnés de cette idéologie bourniste, comme on dit en Italie. Pour lui, c'était un instrument de torture. Donc le cosmopolitiquement correct, lui, il est de droite. Et vous comprenez mieux pourquoi dans des journaux de la droite un petit peu bourgeoise, on a parfois autant de sources de l'internationalisme qu'à gauche. Sauf que structurellement, la gauche est internationaliste par idéologie, tandis que Macworld est structurellement internationaliste par nécessité économique, parce que Macworld est un empire qui doit s'étendre et il doit détruire tout ce qui est sur son chemin, y compris les barrières entre les sexes, y compris la polarité homme-femme. Pourquoi ça doit être détruit? Si je suis Macworld, que je produis des produits de consommation essentiellement créés sur le marketing et le désir, je dois supprimer toute barrière morale. Et je dois même supprimer tout ce qui pourrait faire une différence entre les consommateurs potentiels. Donc ces deux sources de politiquement correct, on les sous-estime et on a trop tendance, ça serait même trop facile, on a trop tendance à croire qu'il s'agirait d'un petit complot de quelques personnes qui se réunissent dans une loge à New York ou à Bruxelles. C'est beaucoup plus structurel que ça. Et c'est encore pire parce que si c'est une structure, c'est beaucoup plus facile à déloger que si c'était un petit groupuscule. Alors, il y a une phrase dans votre introduction qui a rappelé toute mon intention. Je la lis in extenso. Cet ouvrage propose, dans un second temps, une thérapie de réarmement moral. Entendu, second temps, c'est après avoir décrit notamment le sentiment de culpabilisation. Et dans un troisième temps, prenant acte de l'émergence d'un monde multipolaire caractérisé par une demande de désoccidentalisation du monde, il invite les nations occidentales à substituer à leurs prétentions universalistes, à certains égards suicidaires et contre-productives, un recentrage stratégique et identitaire autour de leur propre intérêt géocivilisationnel. Alors moi, je me suis posé une question. Est-ce que selon vous, il n'y a pas également un sort de gêne dans la constitution de l'Occident, cette espèce d'affirmation de prétention à l'universalité de l'Occident qui aujourd'hui se retourne contre l'Occident lui-même? Mais bien sûr, parce qu'en fait, quand vous voulez détruire un ennemi, et tous les grands désinformateurs le savent, vous prenez en lui ce qui peut être une source de vulnérabilité, une idée qu'on appelle, nous, diamant vertueux, ou, vous savez, un principe légitimateur absolu, quelque chose qui n'est pas changeable, qui n'est pas discutable, et vous retournez contre votre adversaire son cœur de légitimité. Et qu'est-ce qui définit la civilisation occidentale chrétienne? Eh bien, justement, une forme d'universalisme, mais qui n'est pas le cosmopolitiquement correct, qui n'est pas l'internationalisme. L'universalisme, c'est le fait qu'il y a une sacralité de l'individu, ou plutôt de la personne qui est créée à l'image de Dieu, et ce principe est universel. L'universalisme chrétien est purement spirituel, mais on a retourné cet universalisme d'origine chrétienne contre la civilisation chrétienne en faisant croire que dans cet universalisme chrétien qui est spirituel et qui est humaniste, il y aurait finalement les prémices
d'un gouvernement mondial ou d'une tour de Babel ou d'une cité cosmopolitique. Ce qui est tout à fait un abus, ce qui est une perversion de la chose. Regardez même l'Évangile, Jésus dit bien « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le christianisme d'ailleurs a présidé à l'émancipation des nations. Les nations, les États-nations sont nés dans un contexte chrétien. Le christianisme n'a jamais été contre l'État-nation puisqu'il sépare ce qui est à Dieu de ce qui est à César. On est universel du point de vue spirituel, mais nous sommes nationaux du point de vue temporel. Et donc les désinformateurs, qu'est-ce qu'ils savent faire très bien? Ils retournent contre quelqu'un son propre principe en le dénaturant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Occident est, à tort à mon avis, défini comme foncièrement universel et donc droit de l'hommiste. Le droit de l'homme, finalement, les droits de l'homme, ce serait la définition du nouvel Occident. Il ne pourrait même plus se définir autrement. Certains grands stratèges, y compris à la Fondation pour l'innovation politique, que j'avais cité, je crois que vous connaissez leurs études aussi, j'avais trouvé une citation extraordinaire d'une fondation qui est quand même inspiratrice de partis de droite comme l'UMP. L'Européen n'a aucune racine, l'Européen n'a aucune identité, il n'est défini que par le droit de l'homme. Et Habermas, le philosophe allemand post-marxiste, lui, dit « On ne peut définir l'homme européen que par une seule forme de patriotisme, celui du droit et des droits de l'homme. Le patriotisme juridique constitutionnel. Oui. » C'est complètement fou. Et ça, à mon avis, c'est une perversion de l'universalisme chrétien qui, lui, est cantonné à la spiritualité et qui n'est absolument pas politique. Oui, je crois que pour l'Union européenne, en effet, quels sont les critères d'adhésion? Ce sont ce qu'on appelle les critères de Copenhague, définis en 1995 ou 1999, je ne me souviens plus exactement, qui sont faire des critères vaguement démocratiques, connectés à l'idéologie des droits de l'homme. Ce sont les seuls critères. Il n'y a pas de critères d'identité, il n'y a pas de critères de racine, il n'y a pas de critères de frontières, il n'y a pas de critères géopolitiques, ni de critères même géographiques purs et simples. Et en effet, on s'en tient à des définitions, par exemple à celle d'Edgar Morin, Penser l'Europe, qui est une définition en quelque sorte ex nihilo, qui n'a rien à voir avec notamment tout l'acquis, le patrimoine européen. Bien sûr, voilà. Mais ce qui est grave, c'est de voir qu'aujourd'hui, les textes de Bruxelles et de la Commission de Bruxelles se réfèrent explicitement à monsieur Jürgen Habermas, qui est le soi-disant héritier de l'école de Francfort et d'Adorno, une école post-marxiste, et cet homme est foncièrement cosmopolitique. Son idée, sa seule idée, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ça, qu'il n'y ait plus jamais les drames de la Seconde Guerre mondiale. Comment? En détruisant toute identité, toute nation, toute appartenance, toute tradition. Pour lui, l'idée même de tradition, d'identité est dangereuse, doit être bannie. L'homme européen serait une sorte de laboratoire d'essai d'un nouvel homme qui n'aurait plus aucune identité autre que les droits de l'homme. Et ceci est dangereux. Aujourd'hui, on a des apprentis sorciers qui instrumentalisent d'ailleurs les douleurs de la Seconde Guerre mondiale pour justifier finalement une cosmopolis qui, à mon avis, bénéficie parfaitement aux intérêts économiques et géopolitiques des grandes multinationales, c'est la source Macworld, Benetton, et aussi qui correspond à la structure idéologique des marxistes qui sont internationalistes pour d'autres raisons par rapport, comme vous le savez, à la lutte contre le capitalisme et l'État-nation qui serait une superstructure du capitalisme. Donc en fait, on a une rencontre extraordinaire entre la bien-pensance cosmopolitique de Macworld et de Benetton, c'est l'idéologie Benetton, extrêmement capitaliste et libre-échangiste, et les intérêts idéologiques de l'extrême gauche et de la gauche internationaliste marxiste. Ils se rencontrent parfaitement, et c'est pour ça qu'à Bruxelles, on voit les deux. On voit des jet-setters et des cosmopolites tout à fait encollants et libre-échangistes, adeptes de cette idéologie aujourd'hui qui nous dit que nous devons avoir aucune barrière douanière entre les nations, et des marxistes qui voient dans l'Europe finalement un laboratoire d'essai de la société que voulait Marx, où il n'y a plus de polarité sexuelle, plus d'identité, plus d'ethnie, plus de religion. C'est en fait un idéal un petit peu anarchisant. Et c'est pour ça que j'adresse ce livre à nos élites. Nos élites, même si elles adhèrent à des idées cosmopolitiques par sincérité, j'essaie d'alerter l'opinion sur le fait que si on détruit toute norme, toute identité, toute tradition, toute loi issue d'un État-nation, si on délégitime tout ce qu'on a construit pendant des siècles, que va-t-il rester? Même Macquarie ne pourra plus vendre ses produits à des nouveaux barbares. C'est ce que disait Jean-François Mattei, pas le médecin, mais mon ancien professeur de sciences politiques et de philosophie politique, qui est mort récemment, et je le salue. Jean-François Mattei, pendant toutes ces dernières années, dans ses écrits, il parlait de la nouvelle barbarie. En fait, Macquarie est en train de produire une nouvelle barbarie. Et donc, il serait temps que les élites, même les plus fascinées par cette belle idée de citoyenneté du monde, commencent à réfléchir sur le fait que, on a besoin d'un État-nation, parce que c'est le seul qui peut assurer le droit,
comme vous le savez, vous qui êtes juriste, le droit sans la force n'est rien. Et les belles idées même de droits de l'homme, de propriété et de dignité, s'il n'y a pas un état de droit avec une police, avec une armée derrière, il n'est rien. Le droit sans la force n'est rien. C'est plutôt, ça va être au contraire le droit de la force absolue. Alors justement, vous en appelez, vous, à la notion d'un pan-Occident. Alors oui. Justement, pan-Occident, est-ce que vous pouvez, sur le plan historique, géographique, politique, être plus précis, nous donner un peu les contours, le contenu, le contenant de cette définition de pan-Occident ? Tout d'abord, il est clair qu'aujourd'hui, l'Occident est mal défini, à telle enseigne que certains occidentaux tout à fait attachés à l'identité de l'Occident considèrent que l'Occident est devenu un mot ennemi de la civilisation européenne. C'est triste parce qu'en fait, l'Occident, dans sa véritable définition que j'appelle identitaire, c'est, comme disait Lévinas, le grand philosophe Lévinas, c'est la Bible plus les Grecs. Et en élargissant, je dirais, c'est la Bible, c'est l'évangile, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, hein, c'est le christianisme qui vient de la Bible, qui a rencontré le droit romain et la philosophie grecque. Ça, c'est l'Occident et c'est nous. Ce sont des peuples européens, comme disait De Gaulle, même blancs européens, aujourd'hui on ne peut plus le dire, mais ce sont des peuples d'origine, en tout cas européenne, qui sont situés essentiellement sur l'ouest de l'Europe et bien sûr qui ont essaimé partout ailleurs, à l'ouest aux États-Unis et à l'est en Russie. Et ces peuples sont façonnés essentiellement par la religion chrétienne, dans toutes ses différentes déclinaisons, que ce soit protestantes, catholiques ou orthodoxes. À ce titre, puisque l'Europe et la civilisation occidentale, c'est la Bible plus les Grecs. Et puisque les Grecs, ça a donné Byzance. Comme vous le savez, Byzance, c'était pas uniquement l'Empire romain d'Orient, c'était un empire grec hellénique. Eh bien, on ne peut pas, absolument pas exclure la Russie de cette définition identitaire chrétienne de l'Europe. La Russie, en tant qu'orthodoxe héritière de la troisième Rome, vous savez que les Russes, aujourd'hui encore, depuis qu'ils ne sont plus soviétiques, les Russes se définissent comme l'héritier de la troisième Rome. Ce sont des gens qu'on appellerait aujourd'hui des Grecs orthodoxes qui ont évangélisé et qui ont instauré l'alphabet en Russie et qui ont introduit le principe de légitimité orthodoxe de l'ancien pouvoir des tsars. On ne peut absolument pas exclure un pays qui a produit autant de grands philosophes, de grands artistes, de grands compositeurs, de grands écrivains que la Russie. Donc la seconde définition de l'Occident, je la conteste, c'est une définition économique, le libre-échangisme, une définition stratégique, les pays membres de l'Alliance Atlantique, et une définition abstraite, les droits de l'homme. Dans les trois cas, les droits de l'homme, l'appartenance à l'OTAN et le libre-échangisme ne sont en aucun cas des critères d'identité. On a confondu en fait des critères économico-stratégiques et droits de l'homiste avec des critères d'identité. On a en fait remplacé l'identité par des critères qui ne sont pas des critères identitaires. Et donc si on définit l'Occident comme les pays membres de l'Alliance Atlantique ou bien alliés à celle-ci ou aux États-Unis, qui pratiquent l'économie de marché et même le libre-échangisme, et qui accepte les droits de l'homme et l'état de droit, la démocratie libérale, eh bien, la Corée du Sud peut faire partie de l'Occident, Singapour fait partie de l'Occident, et la Turquie, dès lors qu'elle organise des élections libres, fait partie de l'Occident. Et j'en reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous avez fait allusion à l'Europe et à la Turquie. Aujourd'hui, malheureusement, n'importe quel pays non occidental peut rentrer en Europe, puisque la définition de l'Occident, ce n'est plus l'Occident. Donc moi, j'oppose ces deux définitions dans le début de mon livre, les deux définitions de l'Occident, et je prône le retour à la définition identitaire de l'Occident. Ça n'empêche pas les droits de l'homme, la démocratie, mais ce sont deux choses complémentaires. L'un ne doit pas être remplacé par l'autre. Bien, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez le Libre Journal de l'International, avec comme invité aujourd'hui Alexandre Delval. Alors, Alexandre Delval, pour poursuivre justement sur la Russie, sur l'OTAN, première chose, que pensez-vous du maintien de l'OTAN dans l'après-guerre froide, qui est passé d'un système d'alliance à un système de sécurité collective? Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN et quelle est la place de la France? Quel est le devenir de l'OTAN? Première question. Et ensuite, bien sûr, je voudrais que vous évoquiez à l'aune, à la lumière de votre ouvrage, justement, la question ukrainienne. Ah oui. Alors d'abord l'OTAN. Alors pour l'OTAN, ce qui est triste, c'est que après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, un énorme espoir est né. On a créé très rapidement le Conseil OTAN-Russie, comme vous le savez. La Russie elle-même était très intéressée par un rapprochement avec l'Occident et même avec l'OTAN. Ça paraît étonnant, mais l'OTAN, qui était tournée contre la Russie, a séduit les nouveaux dirigeants russes, Eltsine et même Poutine au début. Avant 2003, Poutine était très tourné vers l'Europe, vers l'Amérique et l'Occident. Poutine était
contrairement à ce qu'on nous dit, parce que c'est un ancien du KGB, Poutine était un occidentaliste. Il a commencé à la mairie de Saint-Pétersbourg avec monsieur Anatoly Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg et qui était le chef de file du clan qu'on appelle les Occidentaux et les libéraux. Poutine, qui est présenté comme un fasciste stalinien, un mélange de rouge et de brun, en fait, était un libéral occidentaliste. Et donc les Russes, que ça soit Eltsine ou son héritier Poutine, ont vraiment voulu rentrer dans le système occidental. Or, ils ont reçu une fin de non-recevoir. Nous, on a répondu à la demande russe de faire un partenariat poussé avec l'OTAN et même de réformer l'OTAN et d'en faire une structure qui rassemblerait occidentaux et russes, une structure de défense continentale et même pan-occidentale. On a refusé cela et au contraire, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bombardé un des grands alliés de la nouvelle Russie qui était l'ex-Yougoslavie de Milosevic. On a détruit la Serbie au profit de terroristes albanophones qui étaient d'ailleurs soutenus par les Américains mais aussi par les Turcs dans une optique de retour d'une diplomatie néo-ottomane. On a nui aux intérêts des Russes. Ensuite, on a fomenté des révolutions en Géorgie, en Ukraine et on a de manière, à mon avis, irraisonnable, on a soutenu les forces les plus anti-russes dans un espace qui était un espace tampon, comme vous le savez, l'Ukraine. Vous m'avez posé une question sur l'Ukraine. L'Ukraine, normalement, vous savez qu'il y a eu des négociations entre l'OTAN et les Russes, et l'Ukraine devait être un État tampon. Une zone dans laquelle ni les Russes, ni les Européens, ni les Américains auraient appuyé telle ou telle force. Et on a violé ce pacte. Ce pacte qui était tout à fait inscrit dans les réunions entre les Russes et les Occidentaux devait faire en sorte que l'OTAN n'agite aucun phénomène pro-atlantiste en Ukraine et anti-russe. Or, nous avons violé ce pacte, nous avons appuyé les forces anti-russes, nous avons appuyé les forces favorables à une entrée dans l'Alliance Atlantique et nous avons appuyé les forces favorables à une entrée dans l'Union Européenne. Ce qui forcément a été analysé par les Russes comme quelque chose de dangereux puisque l'Ukraine cessait d'être un État tampon et serait devenue une avancée de l'Empire occidental sur les marges de la Russie. Ensuite, rappelez-vous, la guerre en Irak, 2003, mais même avant, la guerre en Afghanistan. La guerre en Afghanistan, elle est intéressante. Quand la Russie voulait se rapprocher de l'OTAN, elle avait proposé que nous bombardions l'Afghanistan bien avant que Ben Laden soit renversé par les États-Unis en Afghanistan avec l'opération représailles à 2001. Nous avions refusé une alliance dans laquelle nous avions le même ennemi, l'ennemi islamiste sunnite. Nous avions préféré refuser à l'époque cette proposition de Poutine qui visait à anticiper ce qui s'est passé en 2001. Si nous avions écouté Poutine en 99, nous aurions éradiqué Al-Qaïda d'Afghanistan, il n'y aurait peut-être pas eu le 11 septembre. On a attendu le 11 septembre pour enfin se rendre compte qu'il y avait un danger, mais plutôt que de se rapprocher des Russes et de se dire finalement Poutine avait raison en 99 quand il voulait bombarder l'Afghanistan, l'OTAN avait refusé de le faire avec lui. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons profité de la guerre d'Afghanistan pour encercler les Russes et les Chinois, plus que jamais. On les a réduits dans leur accès aux mers chaudes dans les Balkans, comme vous le savez, avec l'ex-Yougoslavie, où on a construit la plus grande base de l'OTAN en terre albanophone, et ensuite, avec le prétexte de la guerre en Afghanistan en 2001 et de la guerre en Irak 2003, on a réduit l'espace d'influence russe sur ses propres terres et dans l'accès aux mers chaudes. Donc dans le Golfe avec l'Irak et en Asie centrale avec l'Afghanistan, les forces de l'OTAN ont continué à encercler la Russie qui était l'objectif de la guerre froide. Je conclus sur cette réponse, on va venir à l'Ukraine juste après, ça veut dire que pendant toute cette année qui était très intéressante, toute cette période de l'après-Union soviétique, nous avons un immense gâchis en face de nous. L'OTAN et les forces américaines et européennes, plutôt que de voir dans la Russie un partenaire, eh bien elles se sont dit, la Russie, vous savez que certains stratèges de l'OTAN disaient en privé, j'étais à des réunions, c'est un État clochardisé, il faut l'abattre, il est à moitié à terre, il faut l'achever. L'Occident a cru, pendant la période Eltsine, avec tous ces oligarques qui rachetaient l'État pour quelques sous en assassinant quelques personnes, on s'est dit, on va profiter de ce chaos total qui règne en Russie pour achever ce pays. Et c'est là que nous avons créé le Poutine d'aujourd'hui. Le Poutine qui est très qui paraît anti-occidental d'aujourd'hui, c'est une réaction à cette politique occidentale qui n'a pas saisi la main tendue. Et l'Ukraine s'inscrit dans ce contexte. Si on veut comprendre la crise en Ukraine aujourd'hui, il faut comprendre que ça fait depuis à peu près une quinzaine d'années que la Russie voit l'Occident
pénétrer son étranger proche. Vous savez que l'étranger proche, c'est la notion clé des pays qui sont autour de la Russie et qui ont une histoire proche avec la Russie. Et aujourd'hui, la Russie voit dans cette action occidentale en Géorgie, en Ukraine ou ailleurs, un véritable droit d'ingérence qui serait utilisé et qui aurait pour but un jour de renverser le pouvoir à Moscou lui-même. Les révolutions oranges, ne soyons pas dupes. Si les Américains pouvaient réussir à renverser Poutine avec une révolution de velours, une révolution orange, ils ne se gêneraient pas. Et aujourd'hui, Poutine, eh bien, il voit dans l'OTAN et dans les États-Unis et l'Union européenne un empire, c'est l'empire McWord, qui rêve en fait de démanteler la Russie et d'installer à Moscou un pouvoir pro-occidental fondé sur l'idéologie McWord ou l'idéologie du politiquement correct. D'où aussi les réactions en Russie contre les lois sur les mariages homosexuels, d'où aussi, vous remarquerez aujourd'hui que la Russie, elle prend systématiquement le contre-pied de tout ce qui se fait chez nous, même en matière de mœurs, en matière de liberté d'expression, en matière de politique intérieure et extérieure, parce que la Russie voit aujourd'hui dans l'Occident un véritable danger, une sorte d'empire qui détruit tout ce qui est autour de lui, qui détruit l'État-nation, qui détruit la souveraineté et qui pratique le droit d'ingérence, en fait, dans une logique d'expansion. Parce que le droit d'ingérence, si vous analysez de l'extérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est justifier avec les droits de l'homme une extension sur le territoire de votre voisin. C'est pas du tout amical. Alors, pour poursuivre sur votre livre, sur un certain nombre de thématiques que vous avez mis en avant, il y a la question, bien sûr, de l'intégration, de l'assimilation. Oui. Vous dites, en effet, je cite, que dans un tel contexte anomique de déconstruction et d'autoflagellation, la cohésion sociale et l'intégration des nouveaux venus peuvent difficilement être assurées. Alors, en effet, que prenez-vous aujourd'hui en termes de modèle, puisque je rappelle bien que sûr. La France a peut-être compte 5, 6 ou 7 millions d'immigrés, sans compter les personnes binationales, dont on a vu que les problèmes d'intégration, à la lumière au moins de la Coupe du Monde qui sert à ça, étaient loin d'être résolus. À votre avis, quel est en tout cas le modèle aujourd'hui que vous prenez? Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal de l'International et que notre invité est Alexandre Delval. Mon modèle, c'est celui qui a fait que moi-même, je suis très français et je pense français, et j'ai une structure mentale française, alors que je n'ai pas une goutte de sang français, mais mes parents venaient de Sicile et d'Espagne, ils étaient installés en Afrique du Nord, et je suis la première génération née en métropole, en dehors de l'Italie et de l'Espagne ou de l'Afrique du Nord. Et pourquoi je suis intégré? Parce qu'à l'époque, il y avait encore ce que j'appelle le patriotisme intégrateur. Il y avait encore des restes. Il y avait des restes de cette idée selon laquelle, eh bien, on n'avait pas le choix. Quand on était en France, on acceptait l'identité française, on acceptait son histoire. Elle avait encore une capacité à fasciner à l'extérieur et à intégrer les nouveaux venus. Aujourd'hui, ce que je pense et ce que j'exprime dans ce livre, c'est qu'il faut prendre le problème à l'endroit. On le prend trop souvent à l'envers. Ce n'est pas l'immigré qui a détruit le modèle d'intégration français et qui est venu porter atteinte aux valeurs de la France et de l'Europe et de l'Occident. Le premier responsable chronologiquement, c'est cette bien-pensance qui est le résultat, on l'a vu, d'un phénomène qui est déjà ancien, la convergence de deux phénomènes, deux empires sémantiques, McWord et la gauche et l'extrême gauche. Mais cette pensée anti-française, anti-occidentale, cette haine de soi, ce discours de ce que j'appelle l'enseignement du mépris de soi, il n'a pas été distillé, mais je dirais même pas par les djihadistes. Les pires djihadistes, ce ne sont pas eux qui ont commencé à dire « Français, détestez-vous ». Ils nous ont jamais demandé de nous détester. Par contre, qu'ils détestent la civilisation occidentale, c'est tout à fait logique. Mais ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont organisé toute une philosophie, tout un processus de démantèlement de la fierté de soi. Donc, de manière tout à fait évidente, je pense que si on ne peut pas intégrer quelqu'un lorsqu'on lui apprend la haine de soi, je dirais même que c'est presque logique, ça va vous choquer, mais c'est presque logique lorsqu'un fils d'immigré dit « Comment puis-je respecter ce pays qui ne se respecte pas lui-même » Par contre, puisque on part du postulat que c'est l'absence de fierté de soi de ce pays qui n'intègre plus, eh bien inversement, si nous renouons avec un patriotisme intégrateur, une fierté de soi, je suis persuadé qu'on pourra intégrer. Et vous savez, c'est même pareil au niveau religieux. L'abbé de Foucault disait souvent, vous savez qu'il est mort dans des conditions assez troubles en Afrique du Nord, mais l'abbé de Foucault disait, soit nous les convertirons, soit ils nous convertiront. Le père de Foucault. Le père de Foucault. Et vous savez pourquoi il disait cela ?
Il disait cela parce que face à certaines civilisations qui sont foncièrement conquérantes et prosélytes, la mollesse, le reniement de soi, la tiédeur n'est absolument pas un appel à la conversion, bien au contraire. Avec certaines populations, mais c'est valable avec tout le monde, si vous êtes fier de vous, si vous êtes très sûr de vos valeurs, vous pouvez intégrer et l'autre peut venir à vous. Mais plus vous direz à l'autre « reste toi-même, moi je ne suis pas finalement très respectable », plus l'autre ne voudra pas s'intégrer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a des gens qui convertissent plus des chrétiens sur notre territoire que nous n'en convertissions. Donc ce qui se passe au niveau politique, on le retrouve au niveau du christianisme. On a des curés et des évêques et des clercs dans l'Église catholique principalement, qui sont d'une tiédeur telle qu'ils incitent leurs propres fidèles à aller voir ailleurs. Et donc en fait, on le voit, que ça soit au niveau politique, au niveau religieux et même au niveau interindividuel, dans la vie de tous les jours. Et je cite William Schultz à la fin de mon livre, qui est le spécialiste pour les entreprises et aussi pour il fait beaucoup de conférences devant les politiques. Il est le spécialiste de ce qu'on appelle la théorie de l'auto-estime aux États-Unis. William Schultz. Et il a montré de manière empirique, avec des années d'études, vous savez, en laboratoire, avec des sondages, des analyses, des protocoles, il a montré que plus une entité individuelle, collective, politique, entrepreneuriale, n'importe laquelle, plus une entité valorise son image de soi, plus elle a de chances d'être respectée, y compris par celui qui au départ est hostile. C'est très intéressant. Et là, ce sont des études de professionnels, de scientifiques qui montrent cela. Donc, c'est pas une pure incantation, soyons patriotiques, tout le monde s'intégrera. C'est empirique. Aucune nation n'a jamais intégré quelqu'un en prônant le doute et le multiculturalisme. Donc voilà mon modèle, c'est le bon vieux modèle du patriotisme. Et je prends l'exemple de l'Argentine, où j'ai pas mal séjourné, et j'ai été toujours frappé de voir en Argentine des Libanais musulmans parfaits. Alors, il n'y a pas que des musulmans, il y a beaucoup de Libanais chrétiens, mais j'ai rencontré beaucoup de familles de Syro-Libanais chrétiens, mais qui étaient d'origine musulmane, ou même tout simplement qui sont restés musulmans, parfaitement argentins. Il n'y a même pas le problème de la religion ou de l'ethnie. On les appelle los turcos, parce qu'ils sont arrivés à l'époque de l'Empire ottoman. Comme l'ancien président Carlos Menem. Carlos Menem était un Syrien musulman sunnite, certes converti au christianisme, parce qu'en Argentine, c'est obligatoire pour être président, mais la plupart de sa famille sont restés musulmans, ils sont parfaitement argentins. Il n'y a absolument aucun problème d'intégration en Argentine. Je n'ai jamais vu un seul Argentin me dire « je déteste le drapeau argentin ». D'ailleurs, c'est même pas possible. Vous savez qu'en Argentine, celui qui dirait « je déteste le drapeau argentin », c'est pas comme à Paris. Il aurait de sérieux problèmes, même pour son intégrité physique, assez rapidement. Dans une classe d'école, il prendrait quelques gifles, dans le meilleur des cas. Parce que ce n'est même pas envisageable de cracher sur le drapeau argentin en Argentine. C'est un peu pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, même parfois, on voit même des musulmans intégristes avec le drapeau américains qu'ils brandissent fièrement. Donc c'est ça le modèle, c'est tout simplement la fierté collective, l'amour de soi. De même que la haine de soi est la source de nos problèmes, l'amour de soi sera la solution. Alors, vous évoquez également le rôle assez trouble, voire nocif, joué par l'ONU. L'ONU, rappelons-le, est quand même une création occidentale, une émanation des États-Unis, des Européens, en 1945, qui a pris la place de la SDN. Bien sûr. Comment, selon vous, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets des initiatives de l'ONU dans cette culpabilisation de l'Occident ? L'ONU, j'irais même pas que c'est idéologiquement forcément voulu, c'est structurel, c'est comme Macworld. L'ONU qui a besoin de démanteler quelque part un petit peu le principe de souveraineté des nations, même s'il est fondé, comme vous le savez, en droit international, l'ONU est fondée sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des nations. Mais dans les faits, pour avancer dans une sorte, pas de gouvernement, mais de gouvernance mondiale, l'ONU a structurellement besoin de un petit peu spolier les États d'une partie de leurs prérogatives, mais surtout, l'ONU est utilisée par les idéologues. Les idéologues voient dans l'ONU un moyen pour détruire la souveraineté des nations. Mais il faut le répéter, le droit international est fondé sur l'intégrité, la souveraineté des nations et des États. Et normalement, le droit d'ingérence n'est pas un phénomène qui est prévu par l'ONU. Il y a eu une sorte, comme au niveau européen, vous savez, l'Union européenne a commencé avec des hommes comme Adenauer, comme Schuman, comme De Gasperi, comme Don Sturzo, on les oublie souvent, qui étaient de grands catholiques et qui étaient de grands Européens et qui excluaient la Turquie dans l'Europe et qui voyaient dans l'Europe carolingienne. Eh bien, l'ONU, au départ, c'était pas forcément aussi producteur de
cosmopolitisme qu'aujourd'hui. L'Union européenne et l'ONU ont été instrumentalisées par ceux qui aimeraient détruire les nations et l'État souverain. Donc c'est pas le fait qu'il y ait une structure internationale qui régisse les dialogues entre les nations et qui essaie de diminuer les guerres et favoriser la paix qui me gêne. C'est l'instrumentalisation de l'ONU ou de l'Union européenne pour détruire les États souverains. Alors vous condamnez également un peu dans la continuité de l'ONU ce qu'on appelle aujourd'hui la politique du dialogue des civilisations. Je rappelle qu'il y a un ancien président français, Jacques Chirac, qui a appelé sa Fondation Jacques Chirac pour le développement durable et dialogue des cultures. Ah oui. Entre autres. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce dialogue des cultures? Sur quoi est-il fondé et en quoi est-il dangereux justement pour l'Occident? C'est très intéressant. Vous savez qu'en 93, un certain Samuel Huntington, professeur à Harvard, avait écrit un livre, ou plutôt un article au départ, sur le clash of civilization, le choc des civilisations. C'est devenu en 97 un livre qui est devenu un best-seller mondial, Le choc des civilisations, donc traduit en français en 97. Et rappelez-vous, ce livre a déclenché un tollé, pas mondial, parce que bizarrement, dans les pays musulmans, alors que ce livre critiquait l'islamisme, il était très bien vu. En Indonésie, dans les pays du monde multipolaire, ce livre a été très bien vu. Pourquoi ? Parce que Huntington disait « l'Occident doit cesser d'être arrogant ». Contrairement à ce qu'on a dit, on l'a mal lu, Huntington n'était pas du tout pour l'arrogance occidentale, il n'était pas pour les interventions au nom du droit d'ingérence. Il disait que l'une des sources du choc des civilisations aujourd'hui était l'ingérence de l'Occident dans les affaires des autres. Et il disait qu'avec la fin de l'Union soviétique, les conflits allaient ressurgir, les conflits identitaires qui avaient été gelés en quelque sorte par le paradigme de la guerre froide allaient ressurgir. Et donc, ce dialogue des civilisations a été une initiative qui a été portée par l'ONU, par l'Union européenne et par Jacques Chirac, vous avez raison, mais aussi par Zapatero. Zapatero a énormément contribué à l'expansion de cette idée. Le dialogue des civilisations, dans ses propres statuts, aujourd'hui, il a un conseil des sages à l'ONU, et il est relayé par Erdogan en Turquie, Zapatero à l'époque en Espagne, Jacques Chirac en France, mais c'est surtout devenu une organisation interne à l'ONU qui est présidée par un comité de sages, qui sont pratiquement tous d'ailleurs anti-occidentaux. On retrouve plein de pro-palestiniens tiers-mondistes. On retrouve même Khatami, l'ancien président iranien qui a roulé l'Occident dans la farine pendant des années. Oui, on retrouve Erdogan qui fait des plaidoyers pour que l'Empire ottoman reprenne le Kosovo et même la Bosnie, voire Chypre. Vous voyez, on retrouve des gens charmants qui sont les artisans même de la réislamisation de leur propre pays. Le dialogue des civilisations est devenu un véritable dialogue de dupes avec des gens comme Chirac et Zapatero qui ont été au cœur. Ils voulaient prendre contre-pied de ce que annonçait Huntington, qui parlait du retour des chocs des civilisations. Et le dialogue des civilisations était une initiative onusienne pour dire qu'en finalement, aujourd'hui, ce qui empêchait le dialogue des civilisations, c'était les Occidentaux. Il fallait que les Occidentaux adhèrent à l'idée qu'ils devaient beaucoup au monde islamique. Et on retrouve dans le dialogue des civilisations, qui est devenu une structure à la fois onusienne et européenne, avec des réunions, la fondation Anna Lindh, qui inspire la Commission européenne sur le dialogue des cultures, s'inspire également de la même idéologie. Et ce qui est fondamental, c'est très intéressant de voir que le mythe fondateur que je détruis dans mon livre de Al-Andalus, il faudra qu'on y revienne, et de la dette vis-à-vis de la science arabe, revient systématiquement. On nous dit qu'il faut dialoguer avec les autres civilisations, que l'Occident serait coupable de tout, y compris le soutien au sionisme de la part de l'Occident, mais aussi les anciennes colonisations de l'Afrique du Nord et du Maghreb, les croisades, on nous reparle toujours de tout ça, ainsi que de l'impérialisme aujourd'hui. Et on nous dit que finalement, la source du dialogue des civilisations consisterait, ou plutôt le meilleur moyen de dialoguer entre civilisations, consisterait à reconnaître que nous avons une dette envers le monde arabo-musulman qui aurait apporté la philosophie grecque, que nous aurions combattu lorsque nous étions ignorants, que nous brûlions toutes les œuvres à l'époque de l'Église catholique, et on devrait remercier les Arabes et les empires du califat arabo-musulman passé de nous avoir transmis en fait le zéro, les mathématiques, l'algèbre. Ce qui est complètement fou, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, et en fait, comme vous le savez, on y reviendra, le zéro, c'est les Indiens via les Perses, les mathématiques doivent beaucoup également aux Grecs, mais aussi aux Indiens et aux Perses. La philosophie grecque, on n'a pas eu besoin des Arabes pour la traduire, puisque nous l'avions déjà à Byzance, et même au Mont-Saint-Michel, comme l'a bien dit Guggenheim, etc., etc. Donc on voit que ce sont des mythes fondateurs qui sont faits pour nous culpabiliser, et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'Occident croit qu'en reniant ses propres valeurs et en valorisant
la civilisation qui est la plus hostile à elle-même, il sera accepté par d'autres. Alors qu'en fait, tout cela est pris comme une marque de faiblesse. Alors, je voudrais revenir un peu sur Samuel Huntington. Bien sûr, on a beaucoup parlé de son livre « Le choc des civilisations », mais il y a un livre qui a été sorti plus récemment, quelque temps avant sa mort, très intéressant, qui s'appelait « Who We Are », Qui sommes-nous, notamment sur la question de l'identité américaine. Moi, je l'ai lu, et en filigrane, j'avais déjà anticipé l'élection d'Obama dans ce livre. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la thèse de Huntington sur justement cette dichotomie de l'identité américaine qui, à mon avis, est essentielle dans votre propos, dans la construction du sentiment de culpabilisation. Et à mon avis, je pense que c'est le véritable sentiment de Huntington, plus le testament poétique de Huntington, plus que le choc des civilisations. Ce livre, Qui sommes-nous, qui a été traduit en français, est à mon avis au cœur aujourd'hui ici de notre problématique. Alors ce livre est très important. Je suis moins d'accord avec ce livre parce que je suis persuadé que la présence de catholiques latino-américains dans le territoire des États-Unis, même si elle devient massive et même un jour peut-être majoritaire par rapport aux autres groupes ethno-religieux, je pense que c'est moins grave que la tiers-mondisation et l'islamisation radicale du sud de l'Europe, qui est en plus démographiquement beaucoup moins active que les États-Unis. Mais en tout cas, Huntington estimait en tant que WASP, White Anglo-Saxon Protestant, en tant qu'anglo-saxon blanc protestant, vous savez, on les appelle comme ça, les descendants des Pilgrim Fathers, des pères fondateurs. Qui ne forment plus que 60% de la population américaine. Voilà, lui, il craignait absolument que l'arrivée massive de latino-américains dénature la civilisation nord-américaine. Il a raison dans le constat, ce sera plus la même Amérique. Mais là où je suis quand même optimiste pour les États-Unis, premièrement, les États-Unis ont un fort pouvoir intégrateur. Ils transmettent des valeurs. Moi, j'ai rencontré des WASP jaunes. Et, Fukuyama, par exemple, Francis Fukuyama, qui était un peu l'antithèse de Clinton, c'était un WASP jaune. Il est d'origine asiatique, japonaise, mais son cerveau est totalement WASP. Et j'ai rencontré des Mexicains plus américains que les Américains. Et même mieux, quand je vais en Amérique latine, l'élite, elle est déjà américanisée avant même d'émigrer, avant même d'étudier à Washington. Ça, c'est ce que Huntington appelait la superclasse mondiale. La superclasse, c'est encore autre chose. Il parlait beaucoup de superclasse mondiale. Mais l'Amérique arrive quand même à intégrer mieux, je pense, ses concitoyens que ne le fait l'Europe, pour une raison très simple. Il suffit de voir le patriotisme même de la gauche américaine, même d'Obama. Vous savez que certains discours d'Obama, si on les traduit mot à mot, et si on les fait dire par Hollande, la majorité de son gouvernement quitte la salle. Il parle de la nécessité pour le monde d'une Amérique forte, le leadership américain doit rester primordial, le drapeau américain, Dieu bénisse l'Amérique. Imaginez un chef d'État français ou même italien ou espagnol avoir des propos patriotiques comme ça. Donc ce livre est très intéressant parce qu'il constate quelque chose de réel. Huntington est un homme très lucide, mais je serais moins inquiet que lui, mais en tant que WAPS, je comprends qu'il soit triste de voir un monde un petit peu être détruit, ou plutôt disparaître ou évoluer. Mais l'Europe est en beaucoup plus grave posture, puisqu'aujourd'hui, on a des peuples revanchards de civilisation, contrairement aux latino-américains, qui sont issus d'une civilisation, et je ne leur en veux pas. Il n'y a pas de mépris à avoir envers ces personnes qui sont manipulées par des associations islamistes plus ou moins radicales, mais il y a une volonté de revanche qu'on ne trouve pas. Il y a un peu une volonté de revanche chez certains latino-américains indiens, indigénistes, mais elle n'est pas de dimension religieuse, tandis que chez nous en Europe, il y a un objectif chez les salafistes, les frères musulmans, de conquérir spirituellement, politiquement et impérialement l'Europe. L'Europe est un champ de conquête qui doit être détruit. Il faut savoir que l'État islamique en Irak et au Levant estime que le but de guerre qui consiste à islamiser et conquérir l'Europe est pour bientôt, et que la naissance d'un califat qui vient d'être proclamé est la phase préalable à la reconquête, après avoir conquis Byzance, la reconquête de Rome, vous savez, qui a été razziée en 846 par les troupes arabes, et aujourd'hui les islamistes salafistes disent cette fois-ci on va y arriver définitivement. Donc l'Europe est en beaucoup plus mauvaise posture, et elle a beaucoup plus de risques en face d'elle, et elle doit se réarmer et faire très attention. Et nous devons reproduire un patriotisme intégrateur pour former des citoyens qui respectent nos valeurs. Et parmi ces citoyens, il y aura beaucoup de musulmans. On peut parfaitement les intégrer, à condition que nos valeurs soient plus fortes que les fanatiques qui essaient de les récupérer.
Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Aujourd'hui, le Libre Journal de l'International avec comme invité Alexandre Delval. Alors Alexandre Delval, pour poursuivre, dans votre démonstration sur les sources du terrorisme intellectuel, ce qu'on appelle le politiquement correct, vous nous parlez de la DCR, Destruction of Competitive Representations. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Oui, alors avec quelqu'un qui avait été professeur à la Wharton School, Bruno Lussato, qui est mort récemment, comme Vladimir Volkov, que je cite aussi, nous avions travaillé pendant plusieurs années sur les théories de la désinformation et de la manipulation. Et dans le cadre de ce think tank qu'on avait créé avec Bruno Lussato, j'ai voulu m'amuser en créant l'expression DCR. Vous savez, par analogie à la DCA, la défense contre-aérienne, la DCR, c'est comment détruire son ennemi par la diabolisation, par le discrédit, par la culpabilisation, alors là c'est le C c'est le culpabilisé de C, et par la ridiculisation, là c'est le R de la DCR, et enfin par le retournement. Alors dans mon livre Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation, j'ai tout un chapitre sur les mythes fondateurs du politiquement correct, notamment le mythe andalou et la dette envers les arabo-musulmans, mais j'ai aussi tout un chapitre c'est le cœur du livre, sur cette DCR. On ne peut pas trop développer ici parce que c'est assez long, mais je remonte à tous ceux qui ont écrit sur ces sujets. Par exemple, la culpabilisation, il faut lire l'ouvrage de Roger Muchelli, le grand psychiatre qui avait beaucoup écrit sur la subversion. Il a écrit un livre extraordinaire, La subversion. Qui est un de mes parents d'ailleurs. Muchelli, alors il devait être d'origine corse. Roger Muchelli, le père de l'économiste, il avait écrit un livre sur la subversion extraordinaire. Pour le R de ridiculiser, on peut remonter à une source assez banale, mais toujours légitime et très ancienne, Sun Tzu. Sun Tzu, qu'est-ce qu'il dit? Le bon capitaine n'est pas celui qui va vaincre son ennemi avec des armes, c'est celui qui ne sortira pas son épée du fourreau, parce qu'il aura bien préparé la ridiculisation des traditions de l'ennemi, et la ridiculisation et le discrédit du dirigeant face à ses propres troupes. C'est vrai que si vous pénétrez un territoire dans lequel, grâce à des moyens de communication et d'intoxication, vous avez monté les citoyens contre leurs propres dirigeants, vous avez ridiculisé ces traditions, ces mœurs, ces lois, effectivement, quand vous pénétrez le territoire ennemi, eh bien, il peut se rendre comme un fruit mûr. Donc, le C de culpabiliser avec Muchelli, on voit que depuis l'Antiquité, la culpabilisation est une arme de guerre, c'est une rente aussi qui rapporte beaucoup. La diabolisation, ce n'est pas diaboliser quelqu'un qui est diable. La diabolisation, comme disait Vladimir Volkov, a pour principe de diaboliser quelqu'un qui justement ne l'est pas. C'est pour ça qu'on va, par exemple, les Serbes. Les Serbes étaient tous sauf nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et même pendant les années 90. Eh bien, l'agence Ruderfin, qui est une agence spécialisée qui va préparer la guerre au Kosovo, qu'est-ce qu'elle va faire? Et James Arf, le président de cette agence Ruderfin, qui est une agence de manipulation qui travaille pour le gouvernement américain, il dit lui-même: puisque les Serbes ne sont pas nazis, et c'est plutôt les Croates et les Bosniaques et les albanophones qui, pendant la guerre, étaient du côté des nazis, eh bien, nous allons dire que les Serbes sont des nazis. Serbes égale nazis. Et on a trouvé des affiches de Médecins sans frontières avec des miradors, avec des Serbes dépeints comme des nazis, Milosevic à côté d'une photo d'Hitler. Et dans les années 90, de manière tout à fait scientifique, on a fait rentrer dans les mœurs, dans les journaux, les télévisions, l'idée que Serbes égale nazis. En fait, les Serbes étaient tout sauf des nazis. Ils étaient communistes, ils ont été résistants, royalistes ou communistes pendant la guerre, ils ont été yougoslaves avec Tito, mais ils n'ont jamais été ni pro-allemands ni nazis. Et pourtant, on les a traités de ce qu'ils n'étaient pas. C'est pareil pour quand les Palestiniens, là je ne veux pas prendre parti pour les Palestiniens israéliens, mais quand les Palestiniens veulent diaboliser leurs ennemis israéliens, eh bien, ils les traitent de nazis. C'est logique, on va toujours traiter quelqu'un de la seule chose qu'il n'est pas. Donc la diabolisation est extrêmement importante, mais il faut voir aussi dans quel cadre. Et bien entendu, il y a le renversement, le R de renversement dans la DCR. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va renverser contre l'autre son principe de légitimité. On va toujours accuser quelqu'un non pas de ce que nous lui reprochons, ça, c'est assez banal, hein. Et c'est l'opposition frontale de ceux qui n'ont pas étudié la manipulation, mais on va plutôt accuser quelqu'un d'être le contraire de ce qu'il prétend être. Un catholique, on va l'accuser d'être pervers. Un musulman, on va l'accuser de trahir les valeurs de la charia. Un socialiste, ce que fait une femme politique très connue qui a fait 25% aux récentes élections pour lutter contre le socialisme, et là je ne juge pas bien ou mal, c'est techniquement très efficace, eh bien elle va dire que les socialistes trahissent les ouvriers et la classe prolétaire et les pauvres. On fait comme ça. Quand on veut détruire la légitimité d'un ennemi, on lui pique en quelque sorte son fonds de commerce et on l'accuse de trahir
trahir ses propres valeurs. Donc on va toujours accuser l'autre en renversant contre lui ses propres légitimités. Et comme ça, on lui fait perdre son socle de légitimité. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Si on dit que l'autre trahit ses propres valeurs, on va lui couper l'appui de ses propres troupes qui vont finir par nous rejoindre. Mais j'explique tout cela dans ce livre, donc le chapitre sur la DCR et le cosmopolitiquement correct, comment fonctionne le phénomène de désinformation anti-occidentale qui a été sciemment orchestré depuis plusieurs dizaines d'années par les deux sources dont j'ai parlé tout à l'heure, la source de gauche, le marxisme et le tiers-mondisme, et la source de droite, souvent oubliée par les gens de droite, qui est McWord ou l'idéologie Benetton. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le journal de l'international, avec comme invité aujourd'hui Alexandre Delval. Alors, nous allons passer aux questions des auditeurs, et notamment, il y a un certain nombre de questions sur la figure du pape François. Ah oui. Quel est son rôle, à votre avis, à l'égard de l'Occident, sa conception de l'Occident ? Va-t-il dans le sens de la culpabilisation ou non ? Oui, je pense que, indépendamment de l'homme qui est peut-être très sincère, mais un pape qui est tellement féru de communication, parfois à la limite de la démagogie, et qui ne manque pas une occasion de fustiger les rares États-nations en Europe qui voudraient contrôler les flux migratoires ou qui n'auraient pas fait assez pour accueillir à Lampedusa. Moi, je suis d'origine sicilienne par mon père, je peux vous assurer, et je vais souvent en Sicile, quand on voit la façon dont les clandestins ont rasé Lampedusa, il y a quelques années, lorsqu'ils avaient estimé que c'était pas normal qu'on projette de les transférer dans une autre ville en Italie, vous savez que les citoyens siciliens de Lampedusa, très pauvres, leur apportaient des victuailles chaque jour dans leur camp. Ils leur apportaient des biscuits siciliens. La pâtisserie sicilienne est merveilleuse. Eh bien, en remerciement, ces clandestins qui étaient des relâchés des prisons de Ben Ali et de Kadhafi ont tout cassé dans l'île à plusieurs reprises. Et quand on voit que le pape François a dit « c'est honteux, c'est un crime contre l'humanité », je me rappelle plus des phrases, mais c'était extrêmement dur contre les autorités italiennes. Mais comment pouvons-nous filtrer chaque barque improvisée, organisée par des mafieux libyens ou tunisiens ou algériens ? Est-ce que nous sommes responsables lorsque des mafieux nord-africains organisent, de manière très chère d'ailleurs, des voyages clandestins de gens dans des espèces de bateaux de fortune ? Est-ce que nous sommes responsables de chaque personne qui va couler si on n'a pas réussi à intercepter tout le monde ? Donc là, je pense que le pape a manqué soit d'honnêteté intellectuelle, soit tout simplement d'information. Je ne sais pas quelle est l'hypothèse, mais moi je suis inquiet de voir qu'aujourd'hui, à côté de McWord dont j'ai parlé et de l'idéologie de gauche et d'extrême gauche qui sont les deux sources de l'internationalisme, malheureusement, on voit trop souvent l'Église comme auxiliaire de ces deux principes cosmopolitiquement corrects. Et on voit trop souvent des curés, des papes, des évêques être, je dirais, en tête de cortège pour fustiger l'État-nation, la police, les services sécuritaires, et pour faire de la démagogie cosmopolitique et pour nous culpabiliser. Et moi, je regrette, je ne me sens pas coupable lorsque un clandestin se noie au large de Gibraltar ou de Malte ou de Lampedusa. Nous ne sommes absolument pas coupables. Et pourtant, les propos du pape ont été extrêmement sévères en disant « nous ». Le « nous », moi, m'inquiète. Quand on dit « nous », c'est qu'on essaie de nous culpabiliser. En aucun cas, le « nous » doit être accepté. Peut-être quelques individus n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait faire, mais le « nous » n'est pas acceptable. Vous savez que quand on commence à dire « nous sommes coupables », vous êtes en face de quelqu'un qui vous manipule et qui vous culpabilise. Donc voilà, pour répondre à cet auditeur, la figure humaine de François est sympathique, mais il n'a pas rompu avec la tendance extrêmement dangereuse qui sévit dans l'Église depuis Vatican II, qui consiste à faire de la surenchère politiquement ou cosmopolitiquement correcte. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit parfois, depuis un certain nombre d'années, les curés, d'ailleurs souvent fascinés par l'extrême gauche, d'ailleurs ça qui est assez marrant, à l'abbé Pierre ou à la Gaillot, les curés parfois rivalisent de cosmopolitiquement correct et de politiquement correct par rapport à l'extrême gauche. Il y a parfois une concurrence sur le même marché qui va récupérer la nouvelle figure de l'opprimé que serait l'immigré musulman ou autre. Et ça me rappelle que à la basilique Saint-Denis, lorsque nous étudions en Paris 8, pendant plusieurs années, dans l'église, squattaient des immigrés clandestins musulmans extrêmement agressifs qui faisaient de la cuisine, qui parfois même autre chose dans l'église. L'église était profanée en permanence avec la bénédiction de l'évêque et du curé local qui laissait pénétrer des gens qui n'étaient pas catholiques et qui salissaient l'église, mais les fidèles n'étaient interdits de séjour dans leur propre basilique. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et pour terminer,
quand j'ai écrit mon livre « Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd'hui ? La nouvelle christianophobie », j'ai été surpris qu'à plusieurs reprises, ça soit l'évêché de plusieurs régions de France qui annulaient au dernier moment la conférence. Vous savez pourquoi ? Parce que on risquait de distiller l'islamophobie et la mésentente entre les communautés. En plus, au politiquement correct s'ajoutait l'ignorance de cet évêque local, puisque en plus, je ne parle pas que des musulmans dans les sources de la christianophobie, parce que je parlais aussi du communisme, de l'hindouisme et du bouddhisme, vous voyez. Donc aujourd'hui, l'Église, elle en est là. L'Église ne veut même plus parler de christianophobie de peur de blesser les autres. Donc aujourd'hui, la déchristianisation de l'Europe est en grande partie due à la tiédeur, voire à la trahison du clergé par rapport à ses propres postulats et à sa propre idéologie. Bien, je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de l'international avec comme invité Alexandre Delval. Alexandre Delval, avant de revenir aux questions des auditeurs, je voudrais évoquer une partie de votre livre où vous vous prononcez pour une géopolitique de la déculpabilisation. Oui. Et je suis assez curieux parce que vous citez notamment l'exemple l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Oui, alors je parle de De Gaulle surtout. Et De Gaulle. Alors, de Mandela, De Gaulle, expliquez-nous un peu en quoi ils entrent dans ce que vous appelez une nécessaire géopolitique de la déculpabilisation. En fait, rappelez-vous que dans les années 60-70, à l'époque de 68, on a parlé de CRSSS, parce que, comme vous le savez, De Gaulle avait bien sûr combattu en faveur de la France libre, mais il avait quand même, dans un souci de réconciliation nationale, il avait intégré dans un futur gouvernement, quelques années plus tard, comme vous le savez, des gens qui étaient des rescapés de Vichy. Et du coup, on a utilisé ce qu'on appelle la réductio ad Hitlerum. On avait crié à l'époque CRSSS en s'appuyant notamment sur cela. Mais en fait, moi je rappelle que De Gaulle était accusable de tout, sauf bien sûr de nazis, ou de vichistes, mais De Gaulle, comme en Afrique du Sud plus tard, comme dans beaucoup de pays qui ont connu des guerres civiles, comme en Espagne, rappelez-vous en Espagne, après la chute de Franco, eh bien, il y a eu une réconciliation nationale. La gauche et la droite espagnole ont accepté de taire leur querelle passée. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi en Afrique du Sud. Plutôt que de culpabiliser celui qui a été vaincu, le blanc qui menait, qui dirigeait le pays à l'époque de l'apartheid, qu'est-ce qu'a fait Mandela ? Première chose qu'il a voulu faire en sortant de prison, ne pas trop culpabiliser celui qui nous a mis en prison. Nous avons besoin que les Blancs restent en Afrique du Sud. Ils sont tous des Sud-Africains. Nous allons nous réconcilier. Imaginez, le communiste Mandela a presque des leçons à nous donner par rapport à la culpabilisation occidentale. Il est allé moins loin que ce que veulent faire aujourd'hui les chasseurs de sorcières ou les chasseurs de nazis quand il n'y en a plus. Alors, dans mon livre, j'ai tout un chapitre là-dessus, la réductio ad Hitlerum de Léo Strauss, le grand philosophe Léo Strauss, qui disait que la charge émotionnelle était telle, avec les douleurs de la Seconde Guerre mondiale, que la réductio ad Hitlerum, réduire quelqu'un à Hitler, le soumettre à la réductio ad Hitlerum, allait devenir une véritable arme de guerre. Et ça, c'est aujourd'hui le rouage majeur du couple diabolisation-culpabilisation. On va nazifier n'importe qui, n'importe quoi. Mais ça peut être parfois complètement ubuesque. Une fois, Berlusconi voulait faire un ministère pour la famille, et on lui avait dit, mais Mussolini était pour la famille. Vous voyez, aujourd'hui, on en est presque à... Et Balladur avait été accusé aussi d'avoir réhabilité un thème très cher à Pétain lorsqu'il avait dit qu'il y avait un problème de natalité. Lorsque Balladur était Premier ministre, il avait parlé à un moment, on devrait relancer de manière assez nette la natalité en France. On l'avait dit, mais attention, c'était Vichy. Donc moi, ce que je propose par rapport à cette culpabilisation permanente qui est devenue complètement folle et absurde, où bientôt, si on arrive à prouver qu'Hitler aimait le Bordeaux, vous n'aurez plus le droit de boire du Bordeaux. On va vous obliger à boire de Bourgogne, même si c'est très bon aussi, vous n'aurez plus le droit de boire ce vin. Donc on voit bien qu'on est dans une situation complètement ubuesque, et ce que je propose, c'est une déculpabilisation. Et pourquoi je cite Mandela ? Parce que même lui, aller moins loin, même lui qui avait souffert, c'est pas ma tasse de thé politique, il était communiste, mais il a quand même souffert dans sa chair, on ne peut pas le nier, dans son incarcération, il a quand même pardonné à ses ennemis. Le secret quand on est dans une civilisation chrétienne, c'est le pardon. Plutôt que de nous culpabiliser, de diaboliser en permanence, soit le passé lointain ou proche des Européens, des chrétiens, des Occidentaux, des Français, il serait peut-être temps qu'on applique ce qui va avec la repentance et le mea culpa, c'est-à-dire le pardon.
il faut beaucoup plus d'indulgence. La déculpabilisation commencera par le pardon. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Nous devons cesser de croire que le mea culpa est quelque chose de sain chez un chrétien. Quand vous vous confessez, le prêtre vous dit lui-même, culpabiliser en permanence, ce n'est absolument pas chrétien. D'ailleurs, certains prêtres disent même que c'est une idée assez diabolique. Donc, il faut absolument œuvrer à la déculpabilisation générale de nos sociétés. Ouais. Et je parle du recadrage de contexte. Comment on déculpabilise ? Comme on fait avec un dépressif. Souvent, les dépressifs ont été culpabilisés et ils ont intériorisé une mauvaise image d'eux-mêmes. On déculpabilise en montrant à l'intéressé qu'il s'est attribué à lui-même des torts qu'il n'a pas à assumer. Comment serais-je responsable de mon grand-père ? Comment un vichyste ou un résistant devrait-il être exactement considéré comme le même que son grand-père ? Un petit-fils de résistant peut ne pas l'être, et un petit-fils de vichyste peut être tout autre chose qu'un vichyste. Et pareil pour un petit-fils de pirate, de nazi, de communiste, tout ce que vous voulez. Donc l'idée très actuelle selon laquelle on doit dire « nous », réfléchissez un instant, rien que quand on dit « nous avons fait ceci dans le passé ». Moi, quand je fais des conférences sur l'islamisme, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « mais nous aussi, nous avons colonisé, nous aussi, nous avons tué, puis sous l'Inquisition et les croisades, etc. » Mais je lui dis « mais déjà, en quoi le « nous » est à propos ? Le nous est absolument hors sujet. Je n'ai rien à voir avec quelqu'un qui habitait à une autre époque, à un autre endroit. Par exemple, vous, monsieur Costantini, qui est d'origine corse, est-ce que vous êtes responsable de la traite des Blanches, de la traite des Noirs par les Blancs, la traite triangulaire les Corses à Bordeaux ne sont jamais rentrés dans ce genre. Et bien voilà, et bien c'est pareil pour nous, d'origine sicilienne ou espagnole. À l'époque où à Bordeaux on pratiquait l'esclavage, en Sicile ou en Corse, on était victime des pirates barbaresques et on devait se défendre en permanence des esclavagistes arabo-musulmans. Donc vous voyez bien que le nous est complètement stupide, parce que ça voudrait dire qu'on est tous responsables de ce qui s'est passé à une période précise, en un lieu précis. Alors, on va revenir sur deux petites questions ponctuelles. Là, en annexe, vous avez inséré dans votre ouvrage, je rappelle quand même les références de votre ouvrage, Alexandre Delval, Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation, publié aux éditions du Toucan. Une critique de la repentance par le philosophe Jacques Derrida. Assez curieux, Jacques Derrida, quand même, qui est assez à gauche, absolument marxiste. Expliquez-nous un peu comment vous en appelez à ce texte de Jacques Derrida. C'est très intéressant toujours de voir ce que dit quelqu'un qui ne pense pas comme vous, parce que parfois on est surpris, il va aller plus loin que certaines personnes de notre propre camp, dans le sens qui nous intéresse. Derrida, comme Paul Ricoeur, ont énormément critiqué, dans des textes que je mets en annexe d'ailleurs de mon livre, ils ont énormément critiqué l'idéologie de la repentance. Paul Ricoeur en parlant du pardon chrétien, et Derrida, un pardon étonnant, moi qui m'a beaucoup fasciné, le pardon pur, qui va au-delà de toutes sortes de pardons. Il dit que l'intérêt philosophique du pardon n'est là que lorsque la chose est impardonnable. Il dit que quel est le mérite de pardonner si la chose est facilement pardonnable. Par contre, la noblesse et le mérite, et en plus l'annulation de la chaîne de la vengeance, etc., est énorme lorsque la chose est impardonnable. Donc Derrida dit que cette idéologie de la repentance qui consisterait à demander pardon mais à jamais se l'accorder est complètement folle, elle est suicidaire, et il montre qu'il y a une implication géopolitique de cette idée au départ philosophique. Il dit qu'il est très étonné, comme le fait Chantal Delsol dans des écrits aussi récemment, il est très étonné même du point de vue philosophique autant que géopolitique de voir des nations qui passent leur temps à s'excuser en face de nations qui, elles, ne s'excusent pas. Par exemple, si je vais en Algérie, moi je ne vais à aucun moment m'excuser que la France ait colonisé l'Algérie. Ou alors, je vais dire, comme avait dit Aznar un jour au roi du Maroc, j'accepte de m'excuser d'avoir colonisé l'Algérie, à partir du moment... Le Maroc ou l'Algérie... le Maroc, c'était un protectorat français, l'Algérie... Et il y avait un Maroc espagnol aussi. Je pense qu'Aznar là, vous revenez à Aznar, bien sûr, oui. Si on revient à Aznar, Aznar avait dit au roi du Maroc, on veut bien s'excuser d'avoir chassé les Arabes du sud de l'Espagne, parce que c'est ce que reprochaient des Marocains à l'Espagne, à condition, ou à partir du moment où vous excuserez d'avoir colonisé 800 ans l'Espagne. Et là, c'est bizarre, mais l'interlocuteur n'a plus rien dit. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très amusant. Dans la culpabilisation, ne soyez jamais impressionné par l'interlocuteur. Quand vous ne cédez pas à son jeu, il vous respecte beaucoup plus. Et je m'en réfère aussi à Sarkozy qui était allé en Algérie en 2007. La première fois, avant qu'il revienne un petit peu sur cette position, la première fois, il avait dit à Bouteflika « Je ne suis pas venu demander pardon,
je suis venu d'ami en ami pour parler du présent et du futur. Eh bien, à la grande surprise des maîtres de la repentance, son interlocuteur n'a pas dit « je suis scandalisé que vous ne veniez pas demander pardon », alors que Bouteflika fait toutes ses campagnes en disant « la France doit demander pardon à genoux, la France a génocidé 1 million d'Algériens ». Eh bien, ça s'est très bien passé. Ça veut dire que, du point de vue géopolitique, quand vous ne cédez pas au jeu de la culpabilisation de votre culpabilisateur qui est en face de vous, eh bien, le jeu s'arrête. En fait, il n'y a pas de culpabilisateur sans culpabiliser. Il est impossible pour le culpabilisateur d'avoir la moindre prise sur vous si vous lui dites que vous ne jouez plus. Alors quand quelqu'un cherche à vous culpabiliser, il faut juste dire « je ne joue plus ». Vous le tapez sur l'épaule amicalement et vous lui dites « à moi tu ne la fais pas ». Et moi, dans mes relations avec des peuples non occidentaux, quand je dis « à moi, vous ne me la faites pas », quand on est héritier d'un pays qui était à la tête de la barbarie, des pirateries barbaresques et du colonialisme, et qui a colonisé le sud de l'Europe et qui l'a même terrifié jusqu'au 19e siècle, ben je dirais qu'on est largement à égalité. On n'a absolument pas à s'excuser. Alors, pas eux, parce que moi, je n'invite pas les autres à faire ce que j'ai pas envie de faire. Je n'invite pas la Turquie ou l'Algérie à demander pardon à l'Europe. Mais qui ne me demande pas non plus de m'excuser. Parce que je dirais, l'histoire, c'est l'histoire, et le passé, c'est le passé. Alors, une auditrice qui vous félicite, formidable émission, Monsieur Delval. Elle vous demande aussi, Monsieur Delval, que pensez-vous de Bernard-Henri Lévy et de ses actions ? Je vais décevoir cette dame, mais je ne vois même pas l'intérêt de faire allusion à ce monsieur qui, en fait, est mu essentiellement par son ego. Ceux qui croient qu'il est l'agent de telle ou telle communauté, c'est même pas ça. Il est très mal vu par beaucoup de personnes. Pourtant, vous ne pensez pas que depuis une dizaine d'années, c'est quelqu'un qui gère son ego. Est-ce que c'est pas il est vu quand même comme le véritable patron du Quai d'Orsay? Alors au niveau, c'est vrai que la politique pro-arabe de la France correspond un peu à la politique pro-arabe et pro-musulmane de BHL, qui a quand même soutenu en Libye des gens qui rêvent de tuer tous ses coreligionnaires. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est vraiment coreligionnaire, parce que je pense qu'il n'est pas vraiment dans une logique religieuse, etc. Mais cet homme a soutenu en Bosnie et vous le savez, en ex-Yougoslavie, Izetbegovic, qui était un ancien Waffen-SS. L'ancien président du parti bosniaque musulman Izetbegovic a été dans les légions Waffen-SS lorsqu'il avait 19 ans et il s'en est jamais repenti. On a même réhabilité des légions Waffen-SS dans les années 90 et monsieur BHL, il traînait avec ces gens. Ensuite, il est devenu l'agent d'influence des albanophones de l'UÇK du Kosovo, qui était également... ils avaient à la fois un passé stalinien et un passé nazi, les nationalistes albanais. Et on l'a vu ensuite en Libye, défendre des salafistes qui rêvent de crucifier ou d'empaler tous les sionistes et les juifs du monde entier, qu'ils soient d'ailleurs pro-israéliens ou pas. Donc je dirais que cette personne on l'a vu sévir récemment à Maïdan, place Maïdan à Kiev. Parce qu'en fait, je répète, l'unique but de BHL, c'est de montrer son visage, les cheveux au vent, avec les chemises romantiques, vous savez, blanches avec un peu bouffantes, comme ça, comme au 19e siècle. C'est la seule chose. Il faut comprendre qu'on a affaire à quelqu'un dont la seule chose qui compte, c'est l'ego, et se montrer le plus possible comme une sorte de nouveau Malraux. Vous pensez qu'il n'est pas mu quand même par un sentiment d'abattre la France? On parle de déculpabilisation, je pense que son livre qu'il a écrit en 1980, L'idéologie française, est un livre qui est truffé d'erreurs historiques, également de vomissures contre la France, contre l'identité nationale, et je pense que ce livre a fait beaucoup de mal, notamment pour détruire l'identité française dans la déculpabilisation. Mais lui et tant d'autres, Foucault également, Sartre également, je dirais même que je pense que le pire c'est quand même Sartre dans la perversion intellectuelle, morale, personnelle, collective, idéologique. Oui, plus les actes auxquels il s'est livré personnellement sur Chateaubriand, sur un certain nombre de choses qu'on peut même pas citer. Donc je dirais BHL, c'est une forme de sartrianisme avec beaucoup d'argent. Voilà, c'est une sartrianisme jet set. Donc pour moi, ce n'est que la conséquence d'un tout un courant philosophique qui est ethno-masochiste. Une réflexion, vous vous intéressez à la question du Proche-Orient, notamment la révolution arabe. Qu'est-ce que vous répondez à Bernard-Henri Lévy quand il dit, je cite, « Toutes ces révolutions arabes, c'est bon pour Israël ». Moi, je pense que ce qui est mauvais pour Israël, c'est BHL, déjà. Qui donne une très mauvaise image et d'Israël et des Juifs. Et malheureusement, beaucoup de Français jugent les sionistes ou la communauté juive à travers cet homme. Je pense que cet homme fait beaucoup de mal à l'image de la communauté dont il prétend être une sorte de porte-parole alors qu'il n'est pas du tout. Et donc voilà, c'est la seule réponse que j'aurai par rapport à ce monsieur. Et je pense qu'on a déjà trop parlé de lui.
Voilà. Alors, comme Alexandre Delval est également un spécialiste de géopolitique, on va finir par un petit tour d'actualité géopolitique, peut-être à la lumière de votre livre. Vous avez vu que récemment, il y a une donne quand même essentielle, effrayante, qui vient de s'établir en Irak, avec notamment l'État islamique en Irak et au Levant. Quelles sont, selon vous, les responsabilités là-dessus sur l'établissement de cette entité qui s'affirme politiquement, qui a même divisé les parties de l'Irak et de la Syrie qu'elle domine en province, qui a établi un califat. Ses positions par Al-Qaïda, les relations avec Al-Qaïda ne semblent pas être au beau fixe. D'ailleurs là-dessus, à votre avis, tout d'abord, quelles sont les responsabilités dans l'établissement de cet État islamique en Irak et au Levant ? Premièrement, la première guerre en Irak a été extrêmement dommageable. Je dis bien la première en 90. Celle de 1890-91. Ouais. 90-91. Pourquoi ? Parce que le régime de Saddam Hussein était un régime relativement laïque. Je dis relatif parce qu'il ne faut jamais trop idéaliser non plus. En Orient, on n'est jamais aussi laïque qu'en Europe. Mais ce régime était relativement laïque. En réaction à l'opération occidentale avalisée par l'ONU, mais c'était l'opération anglo-américaine de 90, l'Irak se réislamise. Et Saddam Hussein, se sentant piégé et se sentant trahi à la fois par ses amis sunnites du Golfe et par l'Occident, opère de manière purement tactique, c'était un païen, il aimait Nabucodonosor, mais il opère une réislamisation. Les chrétiens commencent déjà à être persécutés dans les années 90, le régime islamiste se réislamise, le régime irakien se réislamise dans les années 90, et quand la deuxième guerre d'Irak arrive en 2003, le régime de Saddam Hussein est devenu presque un régime islamiste, avec, même si c'est pas dans le cœur, Saddam Hussein a revêtu la figure d'un djihadiste, il a réhabilité des gens d'ailleurs. Il a fait une mosquée gigantesque d'ailleurs avec sunnito-chiite. Il a même fait écrire un Coran, soi-disant, avec l'encre de son sang. Oui, absolument. Et donc, il réhabilite aussi la figure de Saladin, dont il est né dans le même village que Saladin, Takrit, etc. Donc, c'est intéressant de voir que l'opération occidentale a poussé l'Irak dans les bras de l'islamisme, à défaut d'être le vrai islamisme politique, en tout cas une posture islamiste. En 2003, ce phénomène a été accéléré, puisque l'Irak est devenu un cheval de bataille et un laboratoire d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, ensuite, s'est allié avec les anciens de Saddam Hussein qui étaient frustrés du fait que les chiites ont été mis au pouvoir au détriment des sunnites. Et du coup, aujourd'hui, on a un État monstrueux qui a été créé, un État islamique qui a été créé en Irak et en Syrie, qui n'est pas que les anciens d'Al-Qaïda. Il faut le savoir qu'il y a 3 grandes composantes. Il y a les anciens d'Al-Qaïda, les successeurs de Zarqawi et avec Baghdadi qui se fait proclamer calife. On a la Naqshbandiya, une très 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 grande confrérie sunnite qui est une confrérie qui se dit héritière du prophète et qui pourtant est une confrérie soufie à l'époque. Ça montre bien qu'il y a des mythes très ancrés en Occident, les soufis tous modérés. Non, la Naqshband c'était aussi la confrérie de l'imam Shamil contre les Russes au 19e siècle. La Naqshbandiya qui est à la fois en Tchétchénie, en Asie centrale, dans le Caucase et aussi en Turquie, elle est également très implantée en Irak et par solidarité sunnite, elle a rallié l'État islamique des anciens d'Al-Qaïda. 3e composante, les militaires de Saddam Hussein, qui sont pourtant des laïcs au départ, ils ont rallié cet État islamique. Et autre composante qui montre encore la responsabilité américaine, des tribus sunnites et des frères musulmans locaux irakiens qui ont été appuyés par les États-Unis depuis 2003. Donc les États-Unis ont appuyé ce mouvement islamiste sous la guerre froide contre les Russes en Afghanistan. Ils l'ont indirectement appuyé en renversant le régime de Saddam Hussein et ils ont continué à entraîner des groupes sunnites radicalement, très radicaux islamistes sunnites qui ont fini par rejoindre cette nébuleuse. Parce que c'est plus une nébuleuse que véritablement une dissidence d'Al-Qaïda. Alors, je parle également, j'interroge le spécialiste de l'islamisme, puisque vous avez beaucoup écrit et été interrogé là-dessus. Quelle est la relation avec Al-Qaïda ? Quel est le type de relation et quelle est en fait la finalité de l'État islamique en Irak et au Levant par rapport à la finalité d'Al-Qaïda ? Tout ça, je l'avais expliqué dans mon livre « Le totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties ». Je montrais que, contrairement à ce que disait Gilles Kepel ou beaucoup de bien-pensants, même si Gilles Kepel est très compétent, l'islamisme d'Al-Qaïda en 2001 n'était pas la fin, l'apothéose de quelque chose qui allait décliner. Un peu comme le pic pétrolier. Ça, c'est une idée très occidentale. On est au-dessus, donc ça va faire que ensuite baisser. Moi, je disais au contraire que plus il y a de radicalisme, plus il y a de radicalisme. Le même phénomène que dans la publicité. Plus on en parle, plus on en parle. Et plus on dit que c'est important, plus on pense que c'est important et plus le prix monte. Mais là, c'est pareil. Plus il y a de radicaux, plus
il est facile de traiter quelqu'un de tiède. Vous savez, c'est comme sur la Révolution française, les robespierristes s'entretuaient entre eux, puis après, plus dur que Robespierre. Il y a une sorte d'endophagie. Il y avait les enragés, les égaux, etc. Voilà, à l'intérieur des Jacobins, ils se sont entretués, une véritable endophagie. Et là, c'est pareil. Plus il y aura de mouvements radicaux, plus de nouveaux groupes arriveront, parce que c'est normal. Plus on pense qu'il faut être ultra puriste et que tous les musulmans sont des dégénérés. Parce qu'en fait, la grande idée d'Al-Qaïda, qui en fait vient du salafisme takfiriste, qui consiste à excommunier ceux qui ne sont pas les vrais observateurs du courant salafiste, qui veut dire l'imitation du prophète, et qui considère qu'après le premier siècle du prophète, il n'y a que de la mécréance. Eh bien, aujourd'hui, ces mouvements qui considèrent que tous les musulmans sont des mécréants, c'est très facile pour eux de toujours trouver un suspect. Même chez leurs propres partenaires, ils vont toujours décréter que quelqu'un a trahi les vraies valeurs du salafisme. Donc en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une concurrence que j'avais annoncée déjà, une concurrence d'Al-Qaïda, une rivalité avec Al-Qaïda, et vous verrez, d'autres groupes apparaîtront. Après l'État islamique, vous verrez qu'il y aura peut-être un autre calife rival qui va se proclamer calife, parce qu'en fait, le mythe central de tous ces mouvements, c'est la réhabilitation du califat qui a régné à Damas, à Bagdad et à Istanbul jusqu'en 1924. Le grand traumatisme des islamistes, c'est quand le méchant Atatürk, laïque, influencé par l'Occident, blasphémateur, anticlérical, quand Atatürk a aboli le califat entre 23 et 24, ça a été le grand traumatisme, à partir duquel d'ailleurs est né le mouvement salafiste. Il faut le savoir, le salafisme n'est pas une réaction. Les frères musulmans ont été fondés en réaction. Les frères musulmans ont été fondés absolument en 1928, et le courant salafisme à l'époque était une réaction aux réformes de l'Empire ottoman, puis ensuite à Atatürk et à tous ses disciples, Bourguiba, le Shah d'Iran, etc. Donc il faut bien voir que c'est une guerre interne à l'islam. Donc la responsabilité occidentale est énorme dans l'histoire récente, mais dans les temps longs, il ne faut quand même pas oublier que l'islamisme salafiste est une production de ce qu'il y a de plus radical dans l'islam sunnite contre un islam plus réformé, plus soufi, plus modéré, plus moutazilite, plus rationaliste. Donc on est responsable, mais qu'à moitié. Que ceux qui disent comme moi que l'Amérique a fauté en aidant les islamistes et qu'elle a fauté en renversant un régime laïque qui est celui de Saddam Hussein, c'est une chose. Mais en tirer la conclusion que j'entends très souvent dans les milieux bien pensants, vous savez, tiers-mondistes, ou même parfois de l'autre côté opposé, c'est nous qui avons créé l'islamisme. Non. On l'a encouragé, mais ce mouvement a toujours divisé l'islam depuis la volonté de réformer l'Empire ottoman, comme vous le dites tout à fait justement, puisque les frères musulmans sont nés en 1928 et non pas en réaction à la création d'Israël, ou non pas en réaction à la guerre froide, ou en réaction à la guerre en Irak. C'était bien antérieur. Donc en fait, les musulmans sont les premières victimes de ce mouvement. C'est pour ça que je crois en l'intégration aussi. Beaucoup peuvent adhérer à notre modèle de société. Encore faut-il que nos valeurs les attirent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui fait rêver quelqu'un sur Internet? Bon, vous me direz, moi ça me fait pas rêver quand on joue au football avec la tête de quelqu'un. Mais malheureusement, les islamistes salafistes sont très 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 forts, mais aussi des gens un peu moins radicaux, comme les frères musulmans col blanc dans l'UOIF en France. Ils sont très très forts, ces islamistes, qu'ils soient terroristes ou plus modérés, ils sont très forts pour susciter l'adhésion, pour séduire. Regardez un Tariq Ramadan, c'est un grand séducteur. Quand il fait des conférences, il dit « Mon frère, ma sœur, tu es victime de l'ostracisme, on stigmatise les musulmans, rejoins-nous, tu seras respecté, ta dignité sera retrouvée. » Vous savez ce que dit l'UOIF? Moi, je vais parfois écouter les conférences des gens de l'UOIF, c'est intéressant. Les frères musulmans en France, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'UOIF, eh bien, ils disent tu vas retrouver ta dignité en venant parmi nous. Donc en fait, ils ont une technique de communication qui est formidable. C'est exactement ce que nous devons faire dans l'autre sens. Nous allons te redonner ta dignité d'être français. Qui que tu sois, de quelque origine que tu sois, nous sommes fiers et nous allons te redonner cette dignité. Donc aujourd'hui, il faut comparer ce qui se passe comme une sorte de marché. Il y a des idées molles qui se baladent très lentement, qui se traînent, et il y a des idées dures qui, elles, écrasent les idées molles. Et malheureusement, l'histoire est faite d'idées dures qui écrasent les idées molles. Et ça, c'était la grande idée de Bruno Lussato, dont je me réfère dans ce livre, sur la théorie de la communication. L'histoire est faite, l'histoire est avant tout un combat d'idées, les plus dures, celles qui sont le plus chargées émotionnellement et sémantiquement, on appelle ça des nœuds sémantiques. Elles vont écraser celles qui sont peu chargées émotionnellement et sémantiquement. Alors on va essayer de finir sur une note d'optimisme. Oui. Vous savez qu'on a souvent cité Antonio Gramsci, qui était un communiste italien, qui disait que le combat des idées précédait le combat politique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Occident, en France, en Europe, nous avons aussi nos Gramsci de notre côté? Qui voyez-vous?
Bruno Lussato était une forme de gramschisme, de gramsciste, et je parle beaucoup de lui dans son livre. C'était un des plus grands connaisseurs des phénomènes de désinformation. Mais je pense même qu'on n'a pas besoin de se référer forcément à Gramsci, qui était un communiste italien brillant, mais je pense tout simplement que nous devons être fiers de notre civilisation, nous devons lutter contre les phénomènes du politiquement correct et contre ses sources et faire un recadrage de contexte, c'est-à-dire comme pour la dette vis-à-vis de l'Empire arabo-musulman ou le mythe de la mondialisation heureuse. Je parle aussi du mythe de l'euro-fort aussi dans mon livre. Il y a plein de mythes, même économiques. Mais il faut tout simplement revenir à la raison et montrer que nous avons été manipulés par des mythes qui avaient pour but de nous empêcher de penser autre chose. Dès qu'une idée, et je conclurai avec ça, dès qu'une idée se pose comme absolument impossible à réfuter, dès que quelqu'un vous dit on ne peut pas ne pas être ceci ou cela, on est en phase de manipulateur et donc il convient d'utiliser sa raison et de réfuter. D'ailleurs, Karl Popper, je conclurai, c'est ça ma phrase de conclusion, Karl Popper dit « La science, c'est ce qui est réfutable ». Ne jamais accepter d'être culpabilisé et d'être obligé de penser quelque chose, d'être mis dans un coin dans le ring de boxe. Il faut toujours sortir du coin, il ne faut pas se laisser encadrer, il ne faut pas se laisser enfermer. Bien, vous évoquez Bruno Lussato, une autre figure peut-être ? Vladimir Volkov, qui venait souvent sur cette onde, qui était invité sur ces ondes, Radio que j'aimais beaucoup, qui était un ami, qui m'avait même consulté pour écrire un livre par rapport au Kosovo, une analogie. Il n'avait pas pris le mot Kosovo. J'avais été très sensible au fait qu'il consultait des géopolitologues quand il faisait des livres. C'était un véritable un génie de la désinformation. C'était quelqu'un qui a beaucoup écrit aussi sur la désinformation. Il a été conseiller de l'ancien patron du SDEC. Enfin, c'était un homme extraordinaire. En même temps, c'est un grand romancier et je le salue parce que c'est lui qui m'a appris les premiers processus, les premières idées relatives à la théorie de la manipulation et de la désinformation. Sur la désinformation. Et je dédie mon livre, Le complexe occidental, entre autres à Bruno Lussato et à Vladimir Volkov. Oui, qui ont été en quelque sorte vos inspirateurs. Oui. Bien écoutez, Alexandre Delval, il nous reste à vous remercier pour cette émission. En tout cas, très dense, très fouillée. Je rappelle le titre de votre livre, Alexandre Delval, Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation, publié aux éditions du Toucan, un très bon livre, je crois, pour l'été, à lire, à découvrir, à stabilo-bosser, à afficher, à retenir. En tout cas, je crois qu'on n'en sort pas. Et puis en plus, il est bourré, truffé de références historiques. Oui, le but, c'est un argumentaire. C'est un véritable régal, j'ai le droit de vous le dire. Voilà. Merci. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, merci pour votre participation. Merci Alexandre Delval. Nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission du Journal de l'International. Merci. Au revoir.